Et donc, bienvenue à cette première session consacrée à la détection et à la correction des erreurs. Nous aurons 3 présentations et je vais donc laisser tout de suite la parole pour la première présentation, Michael Béatrice de la DARES, qui va nous poser une question un petit peu intéressante en tout cas. La statistique a-t-elle tout compris? Une expérimentation de la mesure du temps de travail. Donc bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter un travail que j'ai mené avec Louis-Alexandre Herbe quand j'étais à la DARES. Et dans ce travail, nous nous sommes intéressés à une question assez simple, mais qui est en fait assez redoutable. C'est est-ce qu'on mesure correctement le temps de travail, ou la durée habituelle du travail plus précisément, dans les enquêtes auprès des ménages. Donc, avant de vous présenter la méthodologie et l'enquête qui nous a servi de support pour affronter cette question, je vais essayer de vous motiver un petit peu l'intérêt de regarder cette question. Donc, quand on parle du temps de travail, on pourrait penser spontanément qu'il s'agit d'une variable qui est relativement objective et qui, dès lors, ne souffre pas vraiment d'une erreur de déclaration ou d'erreur de mesure, par exemple, comme on pouvait parler ce matin. Mais en fait, c'est une question qui n'est pas évidente et qui va différer selon déjà la manière dont on pose les questions, la manière dont on définit ce que signifie le temps de travail. Et nous, dans notre étude plus précisément, on s'est intéressé à un concept bien particulier de la durée du travail, qui est la durée habituelle du travail, et qu'on collecte dans des enquêtes auprès des ménages, alors qu'il existe aussi d'autres manières de pouvoir collecter une information sur le temps de travail. Alors pourquoi c'est une question qui nous a intéressés? Pour mettre un peu quelques éléments de contexte. Depuis les années 80, on va dire, il y a eu des transformations assez structurelles du marché du travail et de l'organisation du travail. Donc j'ai listé quelques exemples de modifications de la réglementation du temps de travail en particulier qui ont eu lieu depuis ces années-là. Donc la généralisation des contrats temporaires, la massification du temps partiel, l'intensification du travail, pas mal de mesures également sur, sur plus ou moins incitatives sur les heures supplémentaires, etc. Ou plus récemment, la mise en place du télétravail et sa généralisation. Et en fait, toutes ces transformations peuvent susciter en fait une difficulté pour les répondants à des enquêtes à situer ce que signifie le travail et ce qui signifie le non-travail et la séparation entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qui a été vu par pas mal de chercheurs que j'ai listés, qui ont pu faire un premier état des lieux non quantitatif sur le fait que la perception du temps de travail pouvait justement différer du fait de ces transformations. Donc, ça, c'est une des premières motivations. La deuxième motivation, c'est une question un petit peu plus méthodologique cette fois-ci. C'est que, je pense qu'on le sait tous ici, la manière dont on quantifie un concept est dépendant de la manière dont on le mesure. Et en particulier, lorsqu'on mesure avec ces questions-là avec une enquête, eh bien, il y a tout un ensemble de mécanismes qui peuvent faire varier les réponses des enquêtés. Donc, j'en ai listé quelques-uns. Le contexte de passation, évidemment, les barrières linguistiques. Et dans le cas qui nous intéresse cette fois-ci, c'est la formulation des questions, l'ordre des questions, la présentation de l'enquête, etc. Voilà. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette présentation, c'est justement de combiner ces deux approches, essayer de voir dans quelle mesure le questionnaire d'enquête peut avoir un rôle sur la mesure du temps de travail. Donc pour ça, on utilise l'enquête Trackov 2, qui est une enquête qui a été menée par la DARES et qui s'intitule de façon complète l'enquête sur le vécu du travail pendant la crise sanitaire. Donc c'est une enquête qui visait à mesurer les conditions de travail et la santé des travailleurs 3 ans après la crise sanitaire. L'enquête a été administrée auprès de 63 000, un peu plus de 63 000 personnes en France hors Mayotte. Le taux de réponse est d'environ 60%. Alors, on n'est pas dans la session multimode, mais c'est une enquête qui a été administrée aussi en multimode avec 3 lots de collecte sur Internet, en téléphone et en multimode séquentiel Internet et téléphone. Alors, je précise d'avance que les 3 lots étaient aléatoires, etc. Et que tout ce que je vais présenter par la suite ne dépend pas de cette collecte-là. On a passé l'enquête en 2023 et pour les besoins de cette étude, nous nous sommes restreints, alors évidemment aux personnes qui étaient en emploi et plus précisément aux personnes qui étaient salariées.
puisque toutes les transformations dont j'ai parlé précédemment s'appliquent plutôt aux salariats, et on a exclu les salariés de particuliers parce que les questions étaient beaucoup trop filtrées pour ces personnes-là, et donc du coup on perdait un peu la comparabilité. Alors, dans cette enquête, la particularité qu'on exploite dans cette étude, c'est qu'on a mis en place une expérience aléatoire contrôlée, assez simple, dans laquelle la question qui permet de mesurer le temps de travail, donc en moyenne pour votre emploi principal, combien d'heures par semaine travaillez-vous, a été administrée aléatoirement à 2 endroits différents du questionnaire. Évidemment, l'emplacement a été bien réfléchi. Donc, pour une première partie de l'échantillon, elle a été posée avant un certain bloc de questions, et pour l'autre partie, après un certain bloc de questions. Et les questions sont présentées ici, donc elles visent à mesurer la nature des horaires de travail. Donc, par exemple, est-ce que le salarié travaille la nuit, le week-end, le matin? Est-ce qu'il a une durée du travail qui est déterminée sur la forme d'un forfait jour? Est-ce qu'elle fait des heures supplémentaires, des heures en débordement, etc. Voilà. Donc, aléatoirement, une fois que la personne a accepté de répondre à l'enquête, on lui pose la question avant ou après ce bloc de questions. Donc on constitue 2 groupes distincts de répondants, et la manière dont on attribue les répondants dans chacun de ces lots-là est complètement indépendante, complètement aléatoire. Donc vous voyez vite venir ce qu'on va essayer de faire. On va mesurer la durée du travail de ces 2 groupes-là, et on va voir s'il y a un écart qu'on pourrait alors dès lors imputer de manière presque causale, on va dire, à ce bloc de questions. Alors, je ne détaille pas plus la méthodologie, mais on a évidemment fait tout un ensemble de tests pour vérifier que la mise en place de cette expérience aléatoire ne conduisait pas, par exemple, à une déformation de l'échantillon. Par exemple, il n'y avait pas plus d'abandon en cours de questionnaire, il n'y avait pas plus de non-réponse partielle en fonction de l'appartenance à un certain des groupes. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous présente les résultats, d'abord d'une manière descriptive et ensuite on fait un petit peu d'économétrie. L'avantage lorsqu'on met en place une expérience aléatoire contrôlée, c'est qu'on n'a pas besoin de produire une méthodologie économétrique super sophistiquée. Des choses très simples permettent de très rapidement estimer un effet puisqu'on se place dans un cadre d'exogénité. Donc, dans ce premier tableau, je vous présente du coup la durée du travail hebdomadaire qui a été estimée dans les 2 groupes. Donc, le groupe A, c'est pour rappel les personnes pour lesquelles on a posé la question immédiatement avant de décrire leurs horaires de travail. Et pour le groupe B, c'est lorsque la question a été posée après. Donc vous pouvez voir, donc, si on prend l'ensemble des salariés, que pour le groupe A, il déclare travailler 36 heures et 23 minutes par semaine en moyenne, tandis que pour le groupe B, il déclare travailler 36 heures et 49 minutes en moyenne, soit un écart positif et significatif de plus 25 minutes. Ce qu'on a ensuite cherché à mesurer, et ça va être l'objet de la suite de la présentation, c'est de voir dans quelle mesure ces 25 minutes peuvent être attribuées à un groupe particulier de salariés ou à des natures d'horaires particulières. Je ne vais pas tout vous présenter parce que sinon on en a pour des heures, mais dans ce premier tableau, je vous invite à regarder du coup une des premières décompositions qu'on a envie de regarder, c'est la catégorie socio-professionnelle du salarié. Et ce qu'on peut assez vite voir, c'est que non seulement pour les ouvriers, l'écart de temps de travail n'est pas significatif entre les 2 groupes, donc peu importe si on leur pose des questions sur la nature de leurs horaires, ils déclarent en moyenne travailler le même montant, le même temps de travail. Et l'écart est plus important et même plus significatif pour les catégories socio-professionnelles plus qualifiées comme les cadres ou les professions intermédiaires. Ce qu'on a envie aussi de regarder, c'est dans quelle mesure cette différence de temps de travail diffère entre les natures horaires qui ont été, la nature des horaires qui ont été déclarés précédemment. Donc ici, on détaille toutes les contraintes horaires qui font partie justement de ce bloc de questions. Et ce qu'on peut constater, alors vous regarderez peut-être plus en détail plus tard, mais ce qu'on peut constater, c'est que pour le travail le soir, la nuit, le travail le week-end, donc c'est-à-dire des déviations du temps de travail qui sont tout de même assez réglementées, eh bien, on n'observe pas d'écart. Il n'y a pas de différence de mesure du temps de travail entre les 2 groupes, tandis qu'elle apparaît
pour certains types de contraintes horaires bien particulières que sont les heures supplémentaires, les horaires en débordement. Et même, on peut même aller encore plus loin en disant que plus le nombre d'heures en débordement par semaine, c'est-à-dire pendant le temps libre, au-delà de ce qui devrait être habituellement travaillé, eh bien, l'écart augmente de manière très, très significative pour aller jusqu'à plus d'1 heure pour les personnes qui travaillent beaucoup en débordement. Alors ça, ce sont des résultats qui sont descriptifs. On a quand même vérifié, même si normalement ce n'est pas forcément nécessaire du fait d'une expérience aléatoire contrôlée, si ça venait peut-être de la nature des répondants bien particulière, donc leurs caractéristiques sociodémographiques, etc. Et donc c'est ce qu'on a présenté dans ce tableau, où on estime, si vous voulez, le 25 minutes d'écart positif que j'ai présenté en descriptif, contrôlé par tout un ensemble de caractéristiques sociodémographiques. Et donc plus on va vers la droite de ce tableau, et plus on rajoute des contrôles dans le modèle économétrique. Comme vous pouvez le constater, on diminue un petit peu l'effet, on atterrit autour de 23 minutes, mais grosso modo, les résultats qu'on présente sont relativement robustes à ça. J'en présente pas plus. On a mesuré, enfin on a aussi contrôlé tout ce que j'ai dit précédemment sur par exemple la nature des horaires de travail. Elle est véritablement portée par les horaires qui sont effectués en débordement, pendant le temps libre, en heures supplémentaires, etc. et pas par le travail de nuit, le travail le week-end, et de la même manière pour les résultats sur par exemple la catégorie socio-professionnelle. Donc un premier bilan, ce que ce travail montre, c'est qu'on estime ce qu'on pourrait qualifier d'un effet de révélation qui est provoqué par l'ordre des questions dans le questionnaire. Donc le fait de poser ces questions-là conduit à ce que nous, on a qualifié de surtemps de travail hebdomadaire de l'ordre de plus de 23 minutes. Le deuxième résultat, c'est que l'effet est hétérogène. Il n'est pas réparti uniformément au sein de la population. Elle est portée par certains salariés bien particuliers, plutôt qualifiés, plutôt des cadres. Et l'effet est porté exclusivement ou presque par les horaires qui sont effectués en débordement. Alors, estimer l'effet, c'est bien, mais ça ne dit pas forcément comment est-ce qu'on comprend cet effet-là, comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Et il y a deux options, on va dire, qui sont encore possibles. Soit il s'agit d'un pur artefact statistique, donc une erreur des déclarations qui est liée justement à la complexité peut-être supplémentaire du questionnaire lorsqu'on a déjà cuisiné les répondants sur plein de questions avant de leur poser la question du temps de travail. Ou alors, c'est véritablement une sorte d'effet de révélation. Les salariés prennent conscience de ce surtemps de travail et répondent à une durée supérieure. Nous, évidemment, on penche pour la deuxième option pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a un cadre expérimental qui est plutôt rigoureux pour faire ça. Et deuxièmement, parce qu'on observe un effet qui est hétérogène au sein de la population qui a été étudiée. Pour conclure, on pourrait être tenté de dire que 23 ou 25 minutes de temps de travail hebdomadaire, ce n'est pas beaucoup. En fait, ce n'est pas négligeable. On a fait des calculs pas sophistiqués, donc plutôt des calculs de comptable, pour vérifier si on extrapolait ça à l'ensemble des salariés et à l'ensemble d'une année complète, ce que ça pouvait représenter. Et on arrive à 450 millions d'heures de travail, ce qui correspond à peu près au volume horaire annuel de travail des salariés du secteur agricole. Alors, au-delà de la coquetterie méthodologique, procéder à cette expérimentation, ça a quand même un intérêt, à la fois pour améliorer la connaissance sur la conception de questionnaires, mesurer de manière plus fine, on va dire, le temps de travail, ça apporte aussi un éclairage sur des sujets en sociologie ou en économie dont la quantification du temps de travail est importante. Donc on peut penser par exemple aux inégalités salariales, de salaire horaire entre femmes et hommes, au ralentissement de la productivité du travail, et il y a certainement d'autres applications auxquelles vous pouvez penser. Et enfin, ça enrichit les travaux sur le temps de travail et ses transformations récentes. On pourrait aller encore plus loin, évidemment, comme toujours, en ajoutant par exemple d'autres mesures du temps de travail, d'autres mesures des horaires de travail. Donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément fait, par exemple le fait d'être en astreinte, distinguer le travail le samedi, le travail le dimanche, faire des appariements avec d'autres dispositifs qui mesurent aussi le temps de travail pour voir si on observe une différence ou non. Voilà, ça c'est des choses qu'on pourra peut-être envisager par la suite. Merci. Nous allons
maintenant passer à la deuxième présentation faite par Olivier Mélin de l'INSEE. Et je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis Olivier Mélin du SSP Lab à l'INSEE. Je vais vous présenter cet article, donc les slides sont en anglais, qui porte sur les erreurs dans les enquêtes patrimoine. Alors la question, c'est on se sert énormément des enquêtes parce que c'est la principale source et la source probablement la plus fiable qu'on ait sur le patrimoine, mais probablement qu'elle ne reflète pas très bien le très haut de la distribution pour tout un tas de biais. Et il y a un certain nombre d'hypothèses qui existent, notamment deux. D'abord, on peut penser que le haut de la distribution du patrimoine n'est pas correctement représenté parce qu'on n'a pas assez de ménages très, très riches dans l'enquête. Et où on peut penser qu'il y a une sous-déclaration des actifs par ces ménages très riches. Il y a pas mal d'hypothèses, pas mal d'analyses ont été proposées, mais alors le vrai problème, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas quelle est la vraie mesure. On ne connaît pas la vérité, et donc on ne peut pas mesurer exactement l'ampleur du biais. C'est vrai pour beaucoup de sujets d'enquête, mais pour le patrimoine, c'est particulièrement vrai. Alors il se trouve que l'INSEE a commencé à développer une nouvelle base de données administrative exhaustive sur le patrimoine immobilier des ménages français. Donc il y a 2 documents de travail que j'ai coécrits avec Mathias André sur ce sujet, et c'est une base de données qui est en train de passer en production grâce à l'aide de la DSDS, enfin même à la DSDS. Et donc ce que je fais dans ce papier, c'est que je vais simplement combiner l'enquête patrimoine 2017 avec cette base de données et d'autres sources de données administratives pour essayer de comprendre d'où viennent les biais. Donc là, pour une fois, on a vraiment la vérité. Alors, pourriez-vous dire, c'est quoi le problème? Alors, le problème, il est résumé dans ces 2 tableaux. En haut, vous avez la part de la population dans les différents quantiles de la distribution de patrimoine immobilier brut. Donc, je vais dire patrimoine, mais c'est toujours patrimoine immobilier brut. Et donc, dans les données administratives, par définition, vous avez 1% de la population qui est dans le top 1%. Jusque-là, tout va bien. Quand on prend les mêmes quantiles, on voit que dans les données d'enquête, on n'a que 0,53% de la population dans le top 1%. Donc, il manque la moitié des riches. Alors, la moitié des gros patrimoines immobiliers bruts, mais bon, la moitié des riches. Et quand on regarde cette fois dans la part dans le patrimoine immobilier brut, on voit à peu près la même chose. La part du top 1% dans la base de données administrative est d'à peu près ici 11%. Et avec les mêmes quantiles, dans l'enquête, elle est de 6%. Donc globalement, il manque la moitié du top 1%, que ce soit en termes de population ou en termes de part dans le patrimoine immobilier brut. Tout le papier, maintenant, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la méthodologie est en fait très simple. D'abord, c'est en 3 temps. Je fais un appariement entre les ménages qui ont été échantillonnés et les mêmes ménages, mais vraiment les mêmes personnes dans la base de données administrative. Après, je vais décomposer les écarts entre l'enquête et la source administrative. Et enfin, je vais regarder en détail 2 sources d'écart, donc les comportements de participation et les comportements de déclaration. Donc ça, c'est un résumé très rapide de l'enquête, de la méthodologie de l'enquête patrimoine. Donc on part d'une base de sondage qui est globalement qui est Nautile, on fait un échantillonnage. Ensuite, donc on a un échantillon initial de gens qui ont été de ménages, enfin de logements qui ont été échantillonnés. Ensuite, on essaye de collecter les données. On obtient l'échantillon final des ménages enquêtés, donc il y en a quand même sensiblement moins. Après, il y a une repondération pour tenir compte, pour corriger la non-réponse totale. Et enfin, il y a du post-processing pour arriver aux données finales. Alors, quelles sont les questions qu'on pose aux ménages dans l'enquête? On leur demande combien de logements ils possèdent directement, c'est-à-dire en leur nom propre ou par l'intermédiaire d'une SCI, en pleine propriété ou en nue propriété. Alors ça, c'est tout ce que je viens de dire est vraiment important, vous allez voir, ça joue beaucoup. Les logements possédés en usufruit ne doivent pas être déclarés, mais vous allez voir, ils le sont massivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on collecte comme information? La nature du logement, c'est une maison ou un appartement, la commune où elle est située, la part possédée par le ménage, l'année et le prix auquel elle a été achetée, comment il est utilisé et l'estimation, la valeur du logement telle qu'elle est estimée par le ménage. Voilà. Je vais sauter ça. Oh, pardon. Donc, maintenant, la base de données administrative, c'est une base de données administrative construite en 2 temps. D'abord, on reconstitue la liste de tous les biens immobiliers possédés par chaque ménage.
Donc ça, c'est vraiment l'appariement de source administrative. Et ensuite, on impute une valeur de marché à partir d'un modèle de machine learning entraîné sur des données de transaction. Voilà. Et donc, l'apport du papier, c'est de proposer un appariement entre les deux sources qui permet de savoir exactement ce que les gens possèdent vraiment et ce qu'ils ont vraiment déclaré. Et aussi d'avoir des informations sur ce que possèdent les gens qui n'ont pas participé à l'enquête, enfin qui ont refusé de participer à l'enquête. La procédure d'appariement est très fiable, elle marche très bien parce que les données d'état civil dans l'enquête et dans la base de données administrative sont de très très haute qualité, donc c'est pas de la magie, ça marche juste très bien. Les informations qu'on a dans les données appariées, on a deux groupes d'informations. On a les informations déclarées, ça c'est uniquement bien sûr pour les répondants, et on a les informations, là, on a la vérité, alors, si tant est que les données administratives soient fiables, mais on a la vérité sur les ménages répondants, mais aussi sur les non-répondants. Les avantages de ces données, c'est que en fait, la base de données administrative, en fait, c'est Fideli. Enfin, derrière, il y a Fideli qui est utilisé, et Fideli, c'est extrêmement proche de Nautil, qui est la base de sondage des enquêtes ménages. Donc, on couvre quasiment, les deux sources sont censées couvrir quasiment la même population. Ensuite, les définitions des actifs sont strictement les mêmes. On utilise exactement les mêmes définitions. Et la définition des ménages est la même. Dans les papiers sur ce genre de sujet, il y a toujours des passages assez longs, assez pénibles sur « Ah oui, on regarde des ménages, mais là, on a des foyers fiscaux. Ah, c'est pas pareil, c'est pas même périmètre. » Là, non, on n'a pas ce problème-là. Là, en fait, on va pouvoir se concentrer sur d'où vient le problème dans le processus d'enquête. Donc, maintenant, je vais décomposer les écarts entre les deux sources. Donc, ça résume toute la méthodologie ici. Vous voyez qu'ici, on va construire des estimateurs qui sont des espèces d'estimateurs hybrides qui mélangent des informations provenant des données administratives et des informations provenant de l'enquête. Donc, on part ici, le cartouche 1, c'est vraiment les données administratives. Le cartouche 6, c'est l'enquête. Et en fait, petit à petit, on va remplacer des éléments des données administratives par les éléments de l'enquête. Donc, on va partir de la base de données administratives, on va se restreindre au champ des ménages ordinaires. Ensuite, on va passer à l'échantillon initial. Ensuite, on va passer à l'échantillon des répondants. Après, on va remplacer les poids de sondage par les poids finaux. Et enfin, on va remplacer les vrais actifs possédés par les ménages par les actifs déclarés. En faisant des différences 2 à 2, c'est la deuxième colonne, on voit qu'on est capable de mesurer l'effet de chaque étape de l'enquête. En fait, on refait le match en faisant ça, étape par étape, pour comprendre d'où viennent les biais. Et donc, vous voyez, on va avoir 5 sources d'écart, et en fait, chacun, on va pouvoir le décomposer en sources de sous-écarts. Donc, il y a le champ de l'enquête, le processus d'échantillonnage, le comportement de participation, la repondération et le comportement de déclaration. Donc là, la vraie question, c'est qui est coupable des biais qu'on voit dans l'enquête? Est-ce que c'est les statisticiens compétents ou les ménages roublards? Donc, comme je veux sortir vivant de la salle, vous vous doutez déjà de la réponse. Mais, donc, voici les résultats de la décomposition. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. C'est la part du top 1%. On passe de à peu près 11% à 6%. Il manque 4,8 points. D'accord? Eh bien, on va pouvoir décomposer cet écart. Et c'est ça, je trouve, la principale contribution de mon papier, c'est que c'est systématique. On explique tous les écarts, pas 1 ou 2 écarts comme dans les papiers existants. On explique tout. Comment se lit ce tableau? L'intérêt de ce tableau, c'est qu'il somme. Il somme en ligne. Chaque ligne somme à 0, puisque les ménages possèdent collectivement 100% du patrimoine immobilier. Donc, si vous sommez en ligne, c'est 0. Et en colonne, ça va juste décomposer le total des écarts. Enfin, ça va décomposer l'écart total. Alors, on voit, il y a 4 phénomènes qu'on voit, mais je vais en analyser que 2. Le phénomène vert, on voit que le comportement de participation, il se passe quelque chose de spécifique tout en haut de la distribution, dans le top 5%. On voit que le comportement de participation contribue à faire baisser la part du patrimoine possédé par ces ménages-là. Deuxième point, on voit qu'il y a aussi un gros effet, le rouge, le comportement de déclaration. Donc maintenant, on voit bien qu'effectivement, ça confirme les 2 hypothèses. Il y a une sous-représentation et une sous-déclaration. Maintenant, on va essayer de comprendre, d'éclairer rapidement les deux sources de biais. Donc, le comportement de participation peut être dû à trois facteurs. D'abord, le logement est hors champ. Ça, c'est pas de la sous-réponse, c'est pas de la non-réponse. Le logement, le ménage, on n'a pas réussi à le contacter, ou alors on a réussi à le contacter, mais il n'a pas voulu participer. Alors,
j'ai décomposé l'écart. Ici, le 2,9 que vous voyez là, je le décompose en 3 sources d'écart. Et on voit qu'en fait, de loin, le plus gros, c'est le refus de participer. Il y a quelque chose de spécifique dans la part du top 1%, chez les ménages du top 1%. Ils ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas participer. Déjà, ils sont plus durs à joindre que les autres, mais surtout, ils ne veulent pas participer. Et j'ai fait de l'économétrie en mettant toutes les variables dont je disposais sur les ménages sélectionnés, enfin sur les ménages échantillonnés, pour essayer de voir si ce constat tenait toutes choses égales par ailleurs. La réponse est oui. J'ai mis toutes les variables dont je disposais, mais là je vous montre des odds ratios uniquement sur les variables liées au patrimoine. Et on voit quand l'odd ratio est inférieur à 1, donc il y a une probabilité plus faible de répondre. On voit que lorsque vous êtes dans le top 1% du patrimoine immobilier et quand vous possédez beaucoup de logements, vous ne voulez pas répondre. Vous ne voulez pas participer à l'enquête. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est un premier biais. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a une petite sous-représentation des ménages très aisés, mais en fait, comme ils pèsent très lourd, ça déforme complètement la vision qu'on peut avoir de la concentration du patrimoine immobilier. Maintenant, dernier point, qui va être gros, c'est le comportement de déclaration. Alors, je pose plein de questions dans mon document de travail, mais là, je ne retiens que 3. D'abord, d'où viennent les biais de sous-déclaration? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir que c'est avant tout que le fait que les gens ne déclarent pas correctement le nombre d'actifs qu'ils possèdent. Ensuite, quels sont les logements qui sont déclarés dans l'enquête? Ce sont les logements sur lesquels les ménages exercent un contrôle économique quotidien. Vous allez voir, c'est assez clair. Et enfin, qu'est-ce qui se passe tout en haut de la distribution? Et là, je vais utiliser les données de l'IFI pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de sous-déclaration. Alors, en termes de sous-déclaration, il peut y avoir 4 phénomènes. Un effet de prix, vous sous-estimez la valeur du logement. Un effet de quantité en 2 versions. Soit vous dites, vous sous-estimez le nombre d'actifs immobiliers que vous possédez, ou alors vous sous-estimez le nombre de logements par actif. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, les ménages sont autorisés à déclarer des groupes de logements. Par exemple, si je possède un immeuble de 20 logements, je peux le déclarer en une fois. Sauf que si je dis, je possède un immeuble et il n'y a que 10 logements dedans, j'ai sous-déclaré, mais je n'ai pas sous-déclaré le nombre d'actifs, j'ai sous-déclaré le nombre de logements par actif. Voilà, c'est une histoire de marge intensive, marge extensive. Et il y a un quatrième fait que je saute, parce qu'il est un peu technique. Et ce qu'on voit, à nouveau, vous voyez ici, on essaie d'expliquer 3,4 points de biais dus à la sous-déclaration, et on voit que les ménages du top 1% cumulent tout. En bleu, ils sous-estiment la valeur de leur logement, ils sous-estiment le nombre de logements par actif et ils sous-estiment massivement le nombre d'actifs, globalement, et donc ils oublient leurs immeubles, quoi. Donc on voit que là, on a vraiment des biais qui sont très nets dans le top 5% du patrimoine immobilier. À nouveau, j'ai fait de l'économétrie pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir, puisque j'ai comparé les logements que les ménages possèdent vraiment avec les logements qu'ils déclarent, pour essayer de voir lesquels avaient été déclarés ou pas déclarés. Et là, ça c'est la deuxième question, on voit que très clairement, à nouveau, c'est des odds ratios. Quand on est inférieur à 1, le logement a moins de probabilité d'être déclaré. On voit que quand un logement est possédé en usufruit ou en nue propriété, il est plus souvent non déclaré. Lorsqu'il est possédé par une SCI, pareil. Lorsque le logement est copossédé avec d'autres ménages, par exemple une maison de famille, on a tendance à l'oublier. Lorsque le ménage n'est pas celui qui paye la taxe foncière, il l'oublie. En revanche, inversement, lorsque le ménage reçoit un revenu locatif, tire un revenu locatif du logement, il pense à le déclarer. Donc on voit vraiment que c'est une histoire de contrôle quotidien. Et on voit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on voit que les logements qui ne sont pas utilisés comme résidence principale tendent à être oubliés. Et inversement, les gros actifs, c'est-à-dire, lorsque le ménage possède beaucoup de logements dans l'actif, donc un immeuble dans Paris, il ne l'oublie pas. Au contraire, il pense à le déclarer. Donc ce n'est pas forcément que les gens mentent. C'est qu'il y a des effets de taille et il y a des effets d'information et de contrôle quotidien. Dernier point, et ça c'est aussi très important, on voit des effets significatifs de la position dans la distribution de patrimoine. On voit que lorsqu'on possède beaucoup de logements et lorsqu'on est un ménage ISF, on a tendance à sous-déclarer, à ne pas déclarer les actifs qu'on possède. Voilà. Alors, ça, c'est le résumé. Les ménages déclarent les logements sur lesquels ils ont un contrôle économique quotidien. Et il y a d'autres résultats qui montrent que mieux le ménage est informé, mieux il déclare. Dernier point.
qu'est-ce qui se passe vraiment tout en haut de la distribution, à l'intérieur du top 1%. Et c'est là où l'enquête patrimoine française est hyper bien, parce qu'elle est super suréchantillonnée sur les gros patrimoines. Ben, on peut zoomer, et ça, il y a, à ma connaissance, personne qui peut faire ça dans le monde, à part l'enquête française et l'enquête américaine, qui sont ultra suréchantillonnées. Ben, ce que j'ai fait un truc très simple, j'ai apparié les ménages très riches, les ménages qui sont à l'ISF, avec leur déclaration d'IFI. Pourquoi c'est pratique? Parce que c'est le même ménage qui donne une mesure de son patrimoine immobilier à l'INSEE et une autre à la DGFiP. Et vous allez voir que, bizarrement, ils ne disent pas la même chose. Et ce qui est vachement bien, c'est que tous les problèmes qu'on pourrait penser qu'on n'a pas la part possédée par chaque ménage, ce n'est pas disponible dans le cadastre, et où on n'a pas la qualité inobservée des logements, disparaît complètement, puisque c'est le ménage qui répond sur son patrimoine. Donc les problèmes de comparabilité disparaissent complètement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un clair gradient de sous-déclaration. Et on voit que ici, lorsque vous êtes sur les très très riches, c'est-à-dire des patrimoines immobiliers bruts de plus de 5 millions d'euros, il manque par rapport à l'IFI au moins 50%, sachant que l'IFI, c'est probablement pas un majorant du vrai patrimoine immobilier. Et si on distingue maintenant entre la résidence principale et tout le reste, on voit que globalement, les ménages qui sont à l'IFI disent à peu près la même chose sur la valeur de leur résidence principale dans l'enquête et à l'IFI, et aux services fiscaux. En revanche, c'est sur tout le reste qu'ils ne disent pas la même chose. On voit que là, il y a une sous-déclaration de tout le reste, notamment le patrimoine locatif et les résidences secondaires, qui atteint à peu près 60%, tout en haut de la distribution. Donc, conclusion, on voit que globalement, les biais qu'on a sur la concentration du patrimoine immobilier viennent à peu près à 50-50 de la sous-représentation des ménages aisés et de la sous-déclaration des actifs. Et je crois que je vais arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication très interpellante. Et je vais maintenant laisser la place à la troisième communication qui va nous parler d'une enquête d'un tout autre type. Alors, comment est-ce qu'on peut y aller. Mais alors, comment est-ce qu'on met en plein écran? M. Contrôle L, pas FNL, effectivement. Merci. Bonjour. La question de l'ordre des modalités de réponse, lorsqu'une question comporte beaucoup, est un classique de la conception de questionnaire. On sait que cet ordre influence beaucoup les réponses obtenues, notamment à partir de deux biais assez connus. Donc, le biais de récence, qui est le fait que les dernières modalités proposées soient privilégiées, qui est surtout présent dans les questionnaires administrés oralement. Et à l'inverse, l'effet de primauté, où c'est les premières modalités qui sont favorisées et qui est plutôt présent dans les modes visuels tels que les questionnaires auto-administrés et en ligne ou sur papier. L'une principale théorie qui permet d'expliquer cela, c'est celui du satisficing. Selon cette approche, le répondant cherche à minimiser l'effort cognitif qui est nécessaire pour répondre, tout en produisant une réponse perçue comme acceptable, comme satisfaisante. Plusieurs stratégies sont alors proposées pour limiter ces effets. D'abord, réduire cette charge cognitive, en clarifiant les formulations du questionnaire, le vocabulaire employé ou sa présentation. Mais ces ajustements ont nécessairement leurs limites. Et donc une seconde piste, non plus pour éviter le biais, mais pour le neutraliser et proposer, celle de la randomisation. C'est-à-dire le fait de présenter à chaque répondant un ordre aléatoire des options de réponse, afin de répartir uniformément la probabilité de pied de primauté entre toutes les modalités. Cette méthode elle pose notamment deux limites majeures. D'abord, on ne peut pas en mesurer empiriquement l'effet. Et surtout, elle repose sur l'hypothèse implicite que toutes les modalités sont également susceptibles d'être affectées par le même biais de primauté. Or, cette hypothèse est discutable et la littérature demeure notamment lacunaire quand il s'agit de situations où les modalités ne sont pas indépendantes entre elles. On a certaines réflexions qui existent bien sur les échelles de Likert où les modalités suivent un continuum explicite, mais elles restent très rares dans les cas où les modalités ont un ordre logique et conceptuel sans pour autant former une échelle. Or, c'est précisément une problématique à laquelle on a été confronté dans l'enquête AMP sans frontières, à l'INED. L'un des objectifs de cette enquête, c'était de décrire les parcours d'assistance médicale à la procréation, qu'ils soient faits en France, à l'étranger ou artisanal.
Or, pour décrire ces parcours, l'une des variables centrales, c'est les méthodes des recours dans le parcours. C'est une variable qui est structurante tant dans l'analyse que dans la suite du questionnaire, puisque la suite des questions était filtrée à partir de celle-ci. C'est pourtant pas quelque chose d'évident à capter, parce que les méthodes d'AMP se recouvrent entre elles. Si je prends par exemple ici le cas de la gestation pour autrui, qui est une méthode, en réalité elle en recouvre plusieurs. On peut également avoir recours à un don de gamètes, un don de sperme ou un don d'ovocytes, et après il faut féconder ces gamètes, et donc on a recours à également une fécondation in vitro avant la gestation à proprement dite. On voit bien que dans ce schéma que j'ai pourtant simplifié, une même méthode peut en recouvrir plusieurs, et on peut alors se demander, le répondant face aux 12 modalités, aux 12 questions, 12 techniques existantes, laquelle va-t-il répondre? Dans une enquête préliminaire réalisée en 2013, on a fait l'hypothèse que les personnes qui ont fait des méthodes plus spécifiques, comme la GPA que je présentais, sauront que leur réponse a besoin de plus de précision, donc iront davantage plus loin dans la liste. Et donc on a choisi d'ordonner la liste des méthodes plus fondamentales, l'insémination artificielle et la FIV, qui sont les bases de toutes les autres méthodes d'AMP, vers petit à petit les méthodes plus spécifiques, donc les dons, et pour finir avec la GPA dont je parlais. En pratique, cette hypothèse s'est révélée partiellement fausse. Si effectivement les personnes qui ont réalisé des méthodes de base ont globalement bien répondu, il est plus difficile d'évaluer la qualité des réponses parmi les méthodes plus spécifiques. En effet, malgré nos efforts, l'effet de primotype ne pouvait pas totalement disparaître, et certains répondants ayant eu recours à des méthodes plus spécifiques ont quand même, malgré tout, sélectionné la première modalité acceptable située plus haut dans la liste. Cette erreur, elle est d'autant plus problématique qu'elle devient difficile à détecter. Pour reprendre notre exemple, une personne qui a fait une GPA a forcément fait une FIV durant son recours. Donc quand on lui pose par la suite des questions sur la FIV, il sera tout à fait à même d'y répondre, et donc on n'a pas moyen de découvrir, enfin de trouver cette incohérence et de voir qu'en fait, elle manque de précision. Heureusement, certains répondants ont, eux, été surpris de ne pas avoir retrouvé de questions plus précises, et donc on fait part de leurs doutes dans les champs ouverts à la suite du questionnaire. Et donc on a pu identifier ces incohérences ainsi, sans pour autant les quantifier. Face à ce problème, dans l'enquête définitive, on a décidé d'inverser l'ordre des questions, donc des méthodes plus spécifiques vers les méthodes moins spécifiques. Alors, il y a effectivement un risque que les personnes déclarent attendre une méthode plus spécifique que ce qu'elles ont fait, mais en contrepartie, cela aurait pu permettre de plus facilement repérer ces incohérences et donc de les corriger. C'est ce que nous allons examiner dans cette communication sur l'effet de cet ordre des modalités sur les incohérences observées et les enseignements tirés. Dans un premier temps, on analysera d'abord l'appurement et le recodage de la question des méthodes afin de bien comprendre la nature des incohérences identifiées. Et ensuite, on observera leurs effets sur la suite du questionnaire qui, comme je le disais, était filtré à partir de cette question. Pour présenter rapidement l'enquête, c'est une enquête qu'on a fait passer entre 2021 et 2023 par un questionnaire auto-administré en ligne qu'on a diffusé à partir d'associations partenaires du projet, de relais médiatiques traditionnels et de réseaux sociaux, et qui nous a permis d'obtenir près de 6000 répondants qui ont au moins réalisé une méthode d'AMP. Pour déclarer cette méthode d'AMP, on avait recours à une question qui se présentait ainsi. D'abord, on avait une traduction générale de toutes les méthodes d'AMP sur une même page qui permettait de donner une vue d'ensemble des réponses possibles. Et ensuite, pour chacune des 12 méthodes, on proposait une question avec une réponse en oui ou non et un champ ouvert optionnel qui nous permettait, lors de l'appurement, de bien vérifier la compréhension de l'intitulé. Cette page était répétée 12 fois, une fois par méthode, et enfin on avait un écran de confirmation qui permettait aux répondants de corriger d'éventuelles erreurs.
On a ainsi pu recueillir 9498 méthodes, parmi lesquelles on a identifié 750 incohérences. Celles-ci, elles se regroupent en 4 types. On a le fait que des individus ont répondu autres par un certificat de classement, des doublons entre des méthodes. Si je reprends la GPA, c'est des personnes qui ont répondu FIV et GPA, alors qu'on aurait dû juste avoir GPA. On a des personnes qui ont déclaré des méthodes qui ne relèvent pas de l'AMP. Et enfin, ce qui nous importe, des confusions entre deux méthodes, c'est-à-dire des méthodes cochées qui ne correspondent pas à la méthode décrite dans le champ ouvert, et qui ont donc dû être recodées vers une autre modalité. Comme l'ordre de ces modalités était fixe dans le questionnaire, le recodage il a un sens. Soit on a recodé une modalité vers une modalité qui est passée plus haut dans la liste, et dans ce cas-là, on fait un recodage vers l'amont, et inversement, si on recode vers une modalité placée plus tard, on fait un recodage vers l'aval. Si l'effet de primauté dominait, on devrait s'attendre à avoir des recodages surtout vers l'aval, donc des premières modalités vers les modalités suivantes. C'est globalement ce qu'on observe, parce qu'on voit qu'il y a 3 fois plus de modalités qui ont recodé vers l'aval que vers l'amont, et que ces modalités se regroupent notamment parmi les premières modalités, ce qui nous permet de conclure qu'il y a finalement un biais de primauté, mais néanmoins, le fait que d'autres modalités un peu plus loin dans la liste aient aussi cet effet-là, vient inviter plutôt à regarder en détail vers quelle modalité chacune a été recodée. C'est ce que permet de voir le diagramme de Sankey ci-contre, où on a à gauche la modalité initialement cochée par le répondant et identifiée comme incohérente, et à droite la modalité vers laquelle elle a été recodée. Et ce qu'on voit, c'est que chaque modalité a souvent été, chaque incohérence pour une seule même méthode a souvent été recodée vers une seule et même autre méthode qui a une proximité logique ou lexicale avec elle et qui est plus générale. Si je prends par exemple l'accueil d'embryon pour lequel c'est très visible, donc l'accueil d'embryon qui est un don spécifique, mais qui a été coché par des individus ayant fait une FIV, parce qu'en fait la FIV comporte ce qu'on appelle un transfert d'embryon, mais qui est une simple étape de la FIV, qui n'est pas une méthode à part. Du coup, on voit bien ici que ce qui est développé dans la théorie du satisficing, c'est pas juste sélectionner la première modalité, mais c'est réduire l'effort mais tout de même chercher la première réponse acceptable. Dès lors, on peut s'intéresser à l'impact que ça a sur la suite du questionnaire. Il y avait 5 modules qui suivaient dans ce questionnaire, chacun conditionné par des filtres liés à la méthode réalisée afin de documenter plus finement les méthodes spécifiques. On a donc 2 erreurs de filtrage qui étaient possibles, soit des expositions indues, c'est-à-dire l'accès à un module d'une méthode qu'on n'a pas réalisée, ou inversement des exclusions indues, c'est-à-dire le non-accès à un module qui correspond à une méthode qu'on a pourtant réalisée. On observe que les expositions indues sont nettement plus fréquentes, ce qui est cohérent avec le fait que les confusions viennent surtout de personnes ayant fait une méthode générale, mais qui sélectionnent une méthode spécifique, vers lesquelles les modules sont justement orientés. Or, ces erreurs n'ont pas le même coût de correction. Une exposition indue, elle se traite aisément, on écarte les observations concernées, on conserve celles qui nous intéressent, là où une exclusion indue génère des données manquantes qu'il est difficile d'imputer. D'où l'intérêt de l'inversion de l'ordre des modalités. On ne diminue pas le volume d'incohérence, mais on déplace celui-ci vers des erreurs qui sont plus facilement corrigibles. Pour résumer, on a donc bien un effet de primauté, mais celui-ci n'est pas aléatoire. Les modalités choisies dépendent d'une proximité technique ou lexicale avec la modalité réelle. Or, cela a un effet sur le questionnaire. Dans l'enquête pilote, les personnes ayant fait une méthode spécifique sélectionnées sur une catégorie générale proche, et on se retrouve avec des incohérences qui étaient peu visibles et difficiles à corriger, et inversement, dans la version définitive, l'ordre est traité inversé, du plus spécifique au plus général, et les conclusions se déplacent vers les personnes ayant fait des méthodes générales, donc des erreurs qui sont plus faciles à détecter et corriger, puisqu'il suffit juste d'écarter les expositions indues.
Toutefois, il est nécessaire que je pose une petite limite à la détection d'incohérence, parce qu'elle n'est pas exhaustive, hein. Le champ ouvert dont je parlais précédemment a été relativement bien rempli par la moitié des répondants, ce qui assure une bonne robustesse à cette sous-population. Mais parmi l'autre moitié, il est probable que les incohérences soient sous-estimées par rapport à la réalité. Pour conclure, la randomisation, qui est souvent recommandée dans la littérature, montre ici ses limites. Elle repose sur une indépendance des modalités qui n'est pas vérifiée, puisque nos items sont emboîtés et hiérarchisés. Plutôt qu'une randomisation totale, qui aurait empêché d'observer et de documenter le biais de primauté, on a plutôt retenu un ordonnancement logique qui permet de canaliser le biais dans un sens qui facilite l'apurement. Néanmoins, un prolongement possible serait de chercher l'existence d'un facteur contextuel qui pourrait faciliter qui modulerait cet effet. Nous pensons à l'expérience des individus vis-à-vis du parcours médical. En effet, les individus qui seraient partis à l'étranger ou qui auraient eu des parcours plus complexes ont probablement développé plus de capacité à naviguer dans le jargon technique. En tout cas, c'est ce que laissent penser les études sur les patients experts. Et donc, on pourrait penser par la suite à croiser les résultats de cette recherche avec des variables qui permettent de quantifier cette complexité de parcours. Pour votre écoute. Merci beaucoup pour ces 3 communications très intéressantes. J'invite peut-être les intervenants à passer devant pour quelques minutes de questions. Y a-t-il des questions dans la salle ou en ligne? Bonjour, merci pour ces présentations. Emmanuel Gros, INSEE. J'avais une question pour Olivier. Tu disais que entre les données d'enquête et les données fiscales, enfin de la base administrative, c'était les mêmes concepts de ménage. Alors ça, c'est vrai dans la base de sondage versus les données administratives, mais en revanche, quand l'enquête se réalise, le contour du ménage a pu changer par rapport à ce qu'on avait dans la base de sondage et du coup est-ce qu'il n'y a pas quand même des cas où la réponse des ménages dans l'enquête porte pas exactement sur le contour fiscal qu'on a par ailleurs dans les données administratives? Oui, c'est une question technique mais qui est très juste. En fait, ce que j'ai fait exactement, c'est que je pars de la liste des individus qui ont été enquêtés. Et dans l'enquête, on nous a dit, ces individus-là, ils sont dans un ménage. J'apparie ces individus avec la base de données administrative. Et après, je regarde ce que ces individus possèdent. Donc en fait, j'ai utilisé le périmètre des ménages de l'enquête. C'est effectivement un point qui est casse-pied dans toute la littérature et qui fait toujours 10 pages de développement absolument soporifique. Et ça, je l'ai complètement enlevé pour qu'on se dise on est bien sur exactement la même définition des ménages. Bonjour, Hélène Chaput du CEPIDC. J'ai 2 petites questions sur la présentation de l'INED. La première, c'est je connais rien au sujet, donc c'est peut-être complètement à côté. Si vos modalités sont incluses les unes dans les autres, pourquoi ne pas avoir fait 2 questions avec une première question avec les modalités générales et ensuite, en fonction de la réponse à ces questions-là, des questions plus spécifiques sur les modalités incluses dans les modalités générales. Et la deuxième, c'est comme vous êtes amené à analyser les réponses textuelles, le champ libre, pourquoi, pas avoir fait de l'analyse textuelle et avoir fait un recueil de textes libres, et puis avoir traité ce texte libre pour vous-même remettre les gens dans les bonnes catégories? Alors, sur la première question, sur la possibilité de faire plusieurs questions sur les méthodes, c'était un peu plus compliqué que ça, parce que là j'ai présenté un exemple de ce qui était possible comme combinaison, mais en fait on parle de
plusieurs dizaines de possibilités et parfois même les personnes peuvent faire plusieurs recours avec une même méthode spécifique et en fait la combinaison des méthodes générales dedans change. Donc on pouvait difficilement faire autrement. Et sur l'utilisation du champ textuel, ça pourrait être une réflexion par la suite. Là, comme ça, peut-être, ça aurait été compliqué. Enfin, le questionnaire est très compliqué. Hein, cette méthode-là, cette question-là, déjà, a posé beaucoup d'abandon. On a une question par la suite où la personne doit décrire tout son parcours, qui en a produit aussi. Il est possible qu'un champ ouvert qui soit obligatoire puisse encore plus créer des abandons de questionnaires. Oui, bonjour. Je suis là. Coralie Francou de l'adresse. C'est encore une question pour Alba de l'INED. Du coup, c'est un peu pour rebondir sur la question d'avant, parce que du coup, en plus, j'imagine que les filtres, le problème, c'est que, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a fait une GPA, une FIV, enfin, qui du coup a fait une FIV, peut-être que la personne enfin, justement, si elle n'a pas identifié qu'elle a fait une FIV, elle va peut-être pas répondre oui, parce qu'elle veut répondre GPA, et du coup, enfin bref, du coup, peut-être qu'on pourrait rater de toute façon la modalité, enfin bref, on pourrait, vu que justement les personnes n'identifient pas quelles sont les choses incluses les unes dans les autres, peut-être qu'on va rater des gens si on faisait des filtres. Et du coup, je me demandais si une autre solution, ça pouvait pas être de mettre des messages d'alerte si jamais on voit que dans la réponse à la question, il y a eu des choses incohérentes. À ce moment-là, il y a un petit message d'alerte spécifique qui dit bah, attention, vous avez déclaré que vous avez fait une GPA, mais pas de FIV, enfin, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas tant une question, mais du coup, en tout cas, ouais, c'est une bonne idée. Si on reproduit l'enquête, on y pensera. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Moi, j'avais une question pour la première présentation. Est-ce que vous avez constaté des différences d'effets en fonction du mode de collecte ou pas du tout? Je m'attendais à cette question. Alors oui, mais enfin oui et non. On a constaté, et ça peut être attendu, que sur le niveau du temps de travail, quand on répondait par téléphone, on avait tendance à déclarer plus d'heures de travail que lorsqu'on répondait sur Internet. Donc sur le niveau, on voit bien un écart qui va dans le sens attendu d'un effet de désirabilité sociale à plus déclarer de temps de travail, on va dire. Mais par contre, sur le delta entre les deux groupes, là, on ne voit pas d'écart. C'est pour ça que, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'introduction, mais on n'impute pas ce que l'on estime au mode de collecte en fait, de l'enquête. Bonjour, j'ai une question. Je suis de ce côté-ci. Bonjour. J'ai une question sur le papier, sur le 1% des gens les plus fortunés. Est-ce qu'on a une information sur qui répond? Parce que entre la déclaration fiscale qui peut être faite par un cabinet comptable qui gère la fortune familiale et l'enquête qui peut arriver au domicile et que la personne peut se sentir capable de répondre mais ne pas avoir en tête toutes les informations, il n'y a pas nécessairement une question de sincérité, mais simplement une question de manque d'information et de valorisation de la qualité de la réponse à fournir. Merci pour la question. Oui, en fait, on sait qui a répondu au sein du ménage. Et il y a même beaucoup plus que ça, en fait, c'est vraiment très bien fait dans l'enquête patrimoine. On sait qui a répondu et on sait si la personne a utilisé des documents, un peu, beaucoup, tout ça. Et il y a un certain nombre de variables de qualité qui sont remplies par l'enquêteur. Est-ce que la personne avait l'air méfiante? Est-ce qu'elle s'exprimait correctement en français? Donc en fait, on a plein d'infos de qualité. Je ne vous ai pas montré les résultats, mais ça va
il y a des effets ultra significatifs exactement dans le sens où vous pensez. C'est-à-dire que quand les gens n'utilisent pas de documents, ils sous-déclarent massivement. Lorsque la personne qui répond n'est pas celle qui possède les biens immobiliers, elle les oublie très souvent. Donc en fait, on a vraiment des effets cognitifs exactement comme on pense. Ce qu'on n'a pas exactement pour les très hauts patrimoines, on ne sait pas si le gestionnaire de patrimoine a été interrogé. Ce qu'on sait simplement, c'est une personne extérieure au ménage a-t-elle contribué à répondre. Et ça concerne quand même là extrêmement peu de monde. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Alors, je vous propose de clôturer la session ici pour ne pas prendre trop de retard sur le planning prévu. Et je tiens encore à remercier les 3 intervenants pour leur communication très intéressante.